Salut à tous, c'est Julien Ponce et c'est un carnet du geek un peu spécial. Je crois que je vais en faire beaucoup des carnets du geek spéciaux finalement. Vous avez probablement vu le test du SSD que j'ai mis dans le Retina de Transcend, le Jet Drive. Donc on va un petit peu dévier du format, on va dire émission où je présente un sujet sur la durée pour des trucs un peu plus courts, mais peut-être un peu plus réguliers. C'est des choses que je suis en train de tester cet été là. Et je voulais juste vous faire part d'une expérience un peu personnelle. Euh, et c'est pas férocement original dans le sens où je vais vous, comme vous avez vu le titre, j'imagine, je vais vous parler le top 5 en fait des trucs qui me gonflent sur PC et sur Mac. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Hackintosh, je vous invite à le faire. Il y a une vidéo qui était le premier numéro du Carnet du Geek où je présente le Hackintosh, ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi j'en ai monté un. Donc en gros, c'est installer macOS sur un PC, pour résumer. Je vais faire apparaître un petit bouton par là pour que vous puissiez cliquer et éventuellement aller voir cette vidéo dans un nouvel onglet. N'arrêtez pas celle-là, hein, continuez à la regarder. Et il y a une deuxième vidéo, en fait, le pendant, qui est le Hackintosh 6 mois après, c'est-à-dire en gros un petit retour d'expérience sur est-ce que c'est viable, est-ce que je peux travailler avec, etc. Donc là aussi, hop, je vais faire apparaître un petit bouton et vous pourrez aller voir cette vidéo si vous l'avez déjà pas vue. Donc du coup, je vous dis ça parce que si je faisais un top 5 des trucs qui me gonflent sur Mac, tout de suite, il y aurait toute la vieille guerre de clochers PC contre Mac. Donc si vous le savez pas encore, je pense que maintenant, bon, les gens qui me connaissent le savent, j'utilise les deux, mais vraiment, c'est-à-dire que je m'en fous en fait. Il y a des choses que j'adore chez Apple et des choses que j'adore chez Microsoft pour parler large. Voilà, il y a des choses que j'aime bien dans l'environnement Windows, des choses que j'aime bien dans l'environnement Mac. Et là aujourd'hui, on va parler des trucs que j'aime pas en fait, des trucs qui vraiment. Alors c'est subjectif, c'est-à-dire aussi en fonction de mon expérience personnelle. C'est des choses que j'aime pas, mais par rapport à ce que je fais avec ces machines en fait. Donc il y a quand même une part de subjectivité, donc ce sera peut-être pas forcément des trucs qui vont vous gonfler à vous, des choses que moi j'aime pas. Peut-être que vous, ça n'aura aucune incidence, et puis inversement, je pense que je ferai du coup une vidéo du top 5 des choses que j'aime bien sur PC et sur Mac. Mais vous allez pouvoir les déduire en fait. Je sais pas si cette vidéo elle aura de la pertinence parce que d'après les trucs que j'aime pas, vous prenez en général l'opposé et puis vous devrez retomber sur les trucs que j'aime bien. Mais ça peut être aussi des trucs complètement différents, donc peut-être que je ferai une vidéo sur les choses que je trouve vraiment bien foutues sur Mac ou sur PC. Donc on va commencer par le Mac. Alors je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'à chaque fois il faudrait faire des exemples. Et comme c'est des exemples qui sont issus de trucs très pratiques et parfois un peu lourds, je peux pas forcément vous les montrer et vous les montrer se produire en fait à l'écran. Euh, le premier truc, on va parler donc des trucs vraiment sur Mac qui me gonflent pas mal, vraiment qui m'irritent et que je comprends pas pourquoi c'est toujours pas résolu ou pourquoi rien n'a été fait ou est-ce que je suis le seul à le penser. Et le premier de ces trucs-là, alors je les ai pas forcément classés par ordre de à quel point ça m'énerve, mais j'ai pas fait de hiérarchie en fait. Mais le premier truc, c'est les copies avec le Finder. Je sais pas si vous trouvez le Finder performant. Moi, je le trouve détestable. Pour plusieurs raisons. La première étant la gestion des copies, en fait. Quand vous copiez, par exemple, je vais vous donner un cas hyper concret, comme ça va être plus clair pour vous. La dernière fois, j'ai copié, je vais vous montrer, euh, pas mal de données sur des disques durs. Donc là, celui-là, il est en marche, on va peut-être pas le débrancher. Voilà, donc en fait, j'ai des petits disques durs comme ça, sur lesquels, sur lequel je mets tous mes boulots. Donc en général, ils fonctionnent par deux, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un disque dur pour mes photos, un disque dur pour mes boulots, un disque dur pour mes archives. Alors là, je suis arrivé à un point où après 10 ans ça fait 10 ans que je fais ce job, donc voilà, j'attaque ma 11e année de carrière. Au bout de 10 ans, j'ai réussi à tout stocker sur un disque dur, les 10 ans, parce que c'est vrai que ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'était pas très volumineux. Et maintenant, plus on avance et plus c'est lourd. Donc, à chaque fois que je fais une année d'exercice, ce que j'archive, ça prend vraiment beaucoup plus de place. Tout ça pour dire que je suis en train de collectionner les disques durs, ça devient complètement débile. Mais par exemple, prenons le cas des tutos, puisque c'est en général pour ça que vous me connaissez, ou pour les photos. J'ai un disque dur de 2 Tera pour les photos, un disque dur de 2 Tera pour les tutos. Et ça se remplit vraiment à une vitesse très très vite, très rapide. Le truc, c'est que je suis obligé de faire un backup. Évidemment, je peux pas me permettre d'avoir. Imaginez que là-dessus, j'ai toute ma production de tutos depuis que j'en fais, et qu'il n'y a aucun backup nulle part. Si ce truc-là, je le tombe là, vous imaginez la catastrophe, quoi. Je pète.
Ça fait quoi, 6 ou 7 ans que je fais des tutos, je perds tout d'un coup. C'est quand même c'est dur quoi. Donc mes disques durs, je les clone. C'est-à-dire que j'en ai un qui sert à bosser tous les jours, il est tout le temps allumé. Et là, par exemple celui-là, ce que je tiens dans la main, c'est tous mes tutos depuis 7 ans. Ce que j'ai fait avec Imob, ce que j'ai fait à mon nom sur tuto.com, ce que je fais, les carnets du geek, ce que je fais sur julienpense.com, c'est-à-dire les tutos en anglais qui vont arriver bientôt, puisque c'est pas encore. Vous avez vu le fond d'écran julienpense.com, donc j'imagine que vous êtes allé faire un tour et vous avez vu qu'il y a une landing page qui annonce la sortie d'un site. Donc voilà, il y a plein de choses en cours au niveau tuto et ça prend beaucoup de place. Donc je fais un gros backup. La dernière fois, j'ai fait un backup et je glisse en gros, je déplace un dossier de 800 gigas. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de le cloner. Donc il faut que je le mette de mon archive A à l'archive B. J'ai pas d'autre choix que de faire une copie. Bon, et là, ce qui se passe avec le Finder, et c'est vraiment gonflant, c'est qu'il va en fait, en quelque sorte, il va lire tous les 800 gigas. Il va en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va parcourir chaque répertoire pour regarder combien ça pèse et ce qu'il y a dedans. En gros, il va faire un catalogue, voilà. Comme ça, ça va être plus évident à comprendre. Il fait un catalogue. Il regarde tout ce qu'il y a dedans, il fait un catalogue, et une fois qu'il a parcouru tout le catalogue et qu'il sait tout ce qu'il va copier, il lance la copie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le temps où vous faites une copie avec le Finder, vous avez la petite barre, vous savez, vous n'avez pas le truc qui se remplit, vous avez les petites stries là, qui vous dit je suis en train de travailler, calcul de la taille en cours quoi. Donc il faut savoir que Windows le fait aussi, mais Windows déjà il le fait plus vite et il commence à copier tout de suite en fait. C'est-à-dire que cette partie catalogue, je ne sais pas s'il en tient vraiment compte, mais toujours est-il que la copie démarre quasiment tout de suite. Sur le Finder, si jamais vous plantez à ce moment-là, si jamais la copie est pas le catalogue n'a pas le temps de se faire, il s'est rien passé en fait. Donc c'est très long et en plus c'est du temps perdu. Autre truc, si jamais moi j'ai eu une coupure de courant et du coup bah, la copie s'est arrêtée. Donc pas de bol, 800 gigas ça prend quand même un petit peu de temps, même en USB 3. Donc il faut une coupure de courant, c'est un peu la cata. Donc j'ai paumé 3 heures de transfert, outre le fait que ça peut endommager les disques durs. Mais bref. Et je reviens et j'avais un dossier qui était attribué à une date en 1984, qui est une référence bien entendu à la littérature, et les fichiers sont illisibles. Vous avez un dossier grisé sur le Mac, je ne sais pas si vous l'avez vu ça déjà dans le Finder, vous avez un dossier grisé, donc là je n'ai pas grand chose à vous ouvrir, hein, je suis désolé, je vous ai dit je peux pas, c'est pas un truc que je peux reproduire parce que bon voilà, je vais pas lancer une copie de 800 Go pour le fun là ici dans la vidéo, mais en gros là vous avez un dossier, il va être grisé, hein. Euh, et quand vous rentrez dedans, bah, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Si vous double-cliquez, il ne se passe rien. Donc vous êtes obligé, avec le terminal, d'utiliser la commande setFile et de réattribuer une date au répertoire pour éventuellement aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que quand il fait une copie de ce genre, Monsieur Finder, tant qu'il n'a pas fini, le truc est illisible. C'est quand même terrible, quoi. C'est-à-dire que si ça plante en plein milieu, ça a planté au 400e giga sur les 800, vous avez 400 gigas qui sont copiés dans le vide, inaccessible. Ça me dépasse complètement. J'imagine que ça a à voir avec la façon dont le système HFS fonctionne, c'est-à-dire le format de fichier, le système de fichiers du Mac, qui est HFS plus journalisé. Et donc je trouve ça débile. Je suis désolé, il y a peut-être de bonnes raisons scientifiques, il y a peut-être des puristes d'HFS qui vont me dire ah là là, mais de toute façon c'est 10 fois mieux qu'un TFS, ça le fait pour une bonne raison, blablabla. Je m'en tape. Le truc c'est que j'ai perdu du temps à faire une copie de 400 Go qui résulte à un dossier grisâtre, grisé dans lequel je ne peux pas accéder. Ce qui se passe avec Windows dans ces cas-là, avec Explorator. Donc Explorer, on peut lui trouver tous les défauts du monde. Toujours est-il que quand vous lancez une copie de 800 Go, il va mouiner un petit peu, puis hop, ça va partir tout de suite. Et si la copie s'arrête en plein milieu, parce que ça a planté, parce qu'il y a une coupure de courant, les 400 Go qui étaient déjà copiés, à part le dernier fichier qui a dû être interrompu, et encore en général, tous les fichiers qui sont interrompus, ils sont pas vraiment écrits dans le catalogue NTFS, bah, ils sont quand même accessibles. C'est-à-dire que si j'avais fait ça sur un système NTFS, eh ben, du coup, j'aurais pu utiliser mes 400 Go. Donc vous pouvez me dire, t'es gentil, mais alors t'avais qu'à le faire sur Windows. Oui, mais comme vous le savez, j'utilise ScreenFlow pour mes tutos. La plupart du temps, pas tout le temps, mais j'utilise beaucoup de fichiers ScreenFlow. Les fichiers ScreenFlow doivent être stockés sur un système de fichiers HFS. Si vous utilisez les ScreenFlow que vous stockez en NTFS, vous allez vous retrouver avec des points ScreenFlow qui sont vides. Ça m'est arrivé, j'en ai paumé une bonne dizaine comme ça. Donc surtout, stockez vos fichiers ScreenFlow sur un format de fichier HFS. En gros, sur un disque dur formaté pour Mac. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de archiver mes tutos au format Mac. Donc voilà, le Finder en copie, c'est une blague en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas du tout efficace. Il y a un autre petit truc qui me gonfle, je vais vous le donner au passage, même si ça fait pas partie des 5 points, c'est que là sur la gauche, dans les favoris, quand vous mettez un disque réseau, si cet élément du réseau est indisponible, dès qu'il y a une fenêtre Finder ouverte, il va vous dire ah, je ne peux pas accéder à, je ne peux pas accéder à. Et toutes les minutes, il va vous dire je ne peux pas accéder.
c'est gonflant parce que c'est bon, j'ai compris que le truc était débranché parce que je suis plus là, par exemple, je suis pas connecté au réseau sur mes disques durs réseau. Si j'avais mis un favori qui était sur un disque dur réseau, il arrêterait pas de me gonfler à me dire ce truc-là n'est pas disponible. Alors que sur Windows, quand vous avez un connecteur réseau qui était branché, bon, ben, la première fois qu'il se débranche, il vous dit ah, je l'ai perdu. Ensuite, il y a une petite croix rouge, et puis c'est fini. Voilà, stop, si on passe sur Windows, parce que j'ai balancé une petite machine virtuelle. Euh, Là, si ce disque réseau ici, il est indisponible, je vais avoir une petite croix, Network Location, et puis c'est fini. Il va pas me gonfler toutes les minutes à me dire que le truc est indisponible. Donc il y a beaucoup de lourdeur dans le Finder qui font que ben, c'est pas l'explorateur du siècle, quoi. Et du coup, il y a une petite, on va dire un deuxième point qui est aussi en rapport avec le Finder, mais plus généralement la façon dont le système fonctionne. Je vais ranger ça. C'est l'accès, c'est les boîtes de dialogue. Par exemple, et ça c'est vraiment un cas concret, un truc qui je pense atteint tout le monde. Alors peut-être que moi qui m'en sers, mais je trouve que c'est vraiment une aberration. Imaginez, je suis en train de faire, euh, je suis en train de faire un nouveau document, je vais l'enregistrer quelque part. Et puis je décide, et je me dis tiens, je suis dans un dossier, on va le mettre, donc on va créer un nouveau dossier. Donc bon, heureusement on peut créer des nouveaux dossiers, donc je vais appeler ça test. Et puis je vais appeler ça, je vais faire encore un nouveau dossier, je vais mettre test 2. Donc je suis dans un dossier dans un sous-dossier. Et je me dis, ce test 2, ah ben non, finalement je le veux plus ici. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'enregistrer, je veux déplacer des dossiers sur mon système ou renommer un dossier. Ça là, ce test 2, je me dis non, je veux le renommer autrement. Alors, je clique, vous savez, en attendant qu'il y ait le petit truc de renommée qui se fait dans le Finder, quand on clique dans un nom, ça marche pas, je peux pas déplacer. Je peux pas copier-coller. Si je veux copier, par exemple, un fichier directement dans la boîte enregistrée, dans la boîte ouverte, bref, on peut rien faire. Là-dedans, on ne peut que un créer un dossier, 2 renommer un fichier. C'est tout, on peut rien faire d'autre. C'est hyper pénible, c'est pas souple pour dessous. Si je veux renommer ce test 2 là avant d'enregistrer mon PSD, je suis obligé de retourner dans le Finder, d'aller sur le bureau, d'aller dans test, test 2, et là je vais le renommer test Finder 2. Voilà, super. Maintenant je reviens et il s'est renommé. Pourquoi on m'autorise pas à le renommer là-dedans? C'est quand même terrible, quoi. Si je passe sur Windows, alors je crois que j'ai pas beaucoup d'applications parce que c'est une machine virtuelle, mais on va lancer un WordPad. Voilà, un WordPad. Je fais fichier enregistrer sous. Donc on va enregistrer un fichier. Si là-dedans je veux mettre bureau, je vais créer un nouveau dossier. Donc on va faire new folder, blablabla. Bla, bla, bla. On rentre là-dedans, new folder, blablabla. On re-rentre, on refait, j'en ai fait un deuxième. Mais bon, voilà, je crée plein de dossiers, mais si ce truc-là je veux le déplacer, poum, je le déplace sur le bureau. Ça coûtait quoi de le faire sur le Mac ça? Si je veux renommer, je fais clic droit, je peux renommer. Je peux faire clic droit, copier et coller directement dans la fenêtre pour manipuler des fichiers. Parce que je suis en train de faire une manip sur un fichier, je suis en train d'enregistrer quelque chose. Peut-être que je veux le renommer, le mettre dans un dossier différent, et j'ai pas à aller ailleurs pour le faire. Je suis dans une fenêtre d'explorateur, donc les fonctions explorateur doivent être disponibles. Sur Mac, quand je suis dans une fenêtre de Finder pour enregistrer, pourquoi vous me donnez pas toutes les fonctions qui sont attendues quand on utilise un Finder, enfin, un explorateur, on va appeler ça comme sur Windows, quoi. Ça m'a toujours dépassé sur Mac, ce truc vraiment pas souple qui fait que non, là tu ne peux qu'enregistrer. Tu copies pas, tu renommes pas, tu déplaces pas, tu enregistres. Bon, on va dire que euh, c'est une façon de rendre le système plus simple pour faire en sorte que les utilisateurs se paument pas. Les utilisateurs, quand ils sont enregistrés, ils ne peuvent qu'enregistrer. Au moins, comme ça, ils font pas de bêtises, ça complexifie pas, voilà. Maintenant, si vous mettez ça sur le clic droit, par exemple, alors je sais que le clic droit, Steve Jobs, il aimait pas, hein, mais c'est un truc que les gens, on va dire, les utilisateurs de base vont pas forcément utiliser parce qu'ils l'ont pas vu ou qu'ils connaissent pas, mais au moins laisser la possibilité à ceux qui connaissent de le faire. Et ça complexifie pas le système, du coup. Donc, l'interaction dans les boîtes de dialogue sur Mac, c'est vraiment pourri, quoi. Vous pouvez pas faire grand-chose et il faut toujours retourner ailleurs pour vous renommer. Et c'est, je trouve, très chronophage d'avoir à clicouiller à droite à gauche pour faire des trucs qu'on devrait avoir sous la main tout de suite. Donc ça, c'était le deuxième point. Et ça m'énerve vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois, je pèse, je fais, ah, ce dossier, je veux pas le nommer comme ça, je veux le renommer. Ah, je peux pas le faire ici. Hop, je reviens dans le Finder normal. Je reviens dans Photoshop. Et ça me rend fou. Voilà. Bon, c'est peut-être que moi, vous allez me dire, décidément, t'es un peu énervé aujourd'hui, mais bon, ça m'arrive très souvent et je trouve ça. On est en 2014, je sais pas quoi, ça coûterait pas grand-chose de le faire, quoi. Ensuite, il y a la gestion des raccourcis clavier. Donc, évidemment, quand vous faites commande O, ça fait ouvrir, quand vous faites commande W, ça fait fermer, commande S, ça fait enregistrer. Mais dans le système, si je veux me balader dans les menus, pour une raison ou pour une autre, euh,
Ça m'est arrivé la dernière fois quand ma souris, le Bluetooth, la batterie était morte, j'avais plus de souris et j'avais pas un trackpad sous la main. Et là, je me dis, bon, bah, ok, je vais naviguer un petit peu au clavier vite fait quoi, pour finir ce que j'ai à faire. Quand vous êtes sur Windows, on va y aller, vous êtes dans l'explorateur, ou même dans n'importe quelle application, vous pouvez tout faire au clavier. Vous n'avez même pas besoin de souris sur Windows. Si j'appuie sur Alt, j'accède au menu. Vous voyez, j'appuie sur Alt, et puis ensuite j'appuie sur F, je peux appuyer sur... euh, hop, je vais y arriver, voilà, F. Et vous voyez la petite... alors je mets le doigt, mais vous voyez pas, mais à l'écran dans le screencasting, voilà, vous avez N, O, S pour les lettres dans lesquelles je peux interagir. Ça veut dire qu'en gros, tout est accessible. Vous voyez, là, je me balade d'un bouton à l'autre. Je peux faire un zoom in maintenant. Je peux faire un zoom out, c'est-à-dire que tout est accessible. Alt, et ensuite avec les touches fléchées, on balade dans les menus, et ensuite avec entrée, on valide. Et puis évidemment, bon après c'est les Alt F4 et compagnie, mais vous voyez dans les boîtes de dialogue, je peux me balader, explorateur, boom, win E, je vais aller chercher file, je vais faire effacer l'historique, enfin voilà, j'ai pas besoin de souris pour utiliser Windows. Bon, vous allez me dire, t'es gentil, mais combien il y a de personnes qui utilisent Windows sans la souris? Des fois, ça arrive c'est bien de pouvoir le faire. Vous avez un problème, voilà, la souris se déconnecte, vous n'avez pas une autre sous la main, il y a un problème de tablette, enfin je sais pas quoi. Je peux me balader et faire ma popote tranquillement. Sur Mac, ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a des raccourcis, donc il faut les connaître déjà. Donc CTRL N, etc. dans le Finder. Mais si j'appuie sur Alt, il se passe rien. Il n'y a aucun moyen. Ou alors je le connais pas. Attention, hein, je dis pas que. Mais j'ai regardé sur le net et tout, et puis il n'y a pas de. Il y a que les raccourcis qui sont prévus d'origine. Se balader dans le système. Évidemment, il y a les touches fléchées pour dans l'explorateur, quoi, mais sinon, pas plus. Donc là, dans le test, il faut appuyer sur la touche fléchée, voilà, je peux remonter. Si j'appuie sur Entrée, je peux renommer. Mais me balader d'un panneau à l'autre, aller dans, par exemple, là, je vais aller dans le menu View. Et ben, si je connais pas les raccourcis de pomme 1, 2, 3, 4 pour changer de vue, ben du coup, voilà, je suis coincé. Donc c'est un truc qui est voilà, encore une fois, c'est plutôt une fonction. Celle-là, je suis assez d'accord. Bon, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme et puis c'est pas une obligation, quoi. C'est pas tout le monde qui va l'utiliser. Mais j'ai toujours des vieux réflexes, moi, de me balader au clavier. Je veux dire, Alt F et Q, ça fait Alt menu fichier quitter, quoi. Voilà, bim. C'est des trucs comme ça c'est des automatismes pour moi et je les retrouve pas sur le Mac. Ensuite, il y a deux autres choses qui sont un peu plus euh, spécifiques que tout le monde ne va pas trouver forcément embêtantes. C'est la gestion des proxys. La gestion des proxys sur Mac, elle se fait vraiment au niveau du système d'une manière globale. C'est-à-dire que vous allez dans réseau et puis vous allez dans votre connexion et vous cliquez sur proxy. Quand vous utilisez un web proxy, il va s'activer sur tout le système. Si par exemple je veux un web proxy que pour Safari, pour pouvoir naviguer avec un proxy, pour par exemple accéder à des sites en français quand je suis à l'étranger en passant par un proxy que j'ai en France. Ben, je peux pas. C'est-à-dire que je vais foutre un proxy qui va se mettre sur tout le système. Du coup, il y a Creative Cloud Adobe qui va dire Eh, j'accède plus à Internet là, il faut que je passe par un proxy, donne-moi l'autorisation. Parce qu'évidemment, j'utilise un proxy avec une autorisation. Tout le monde va râler, Dropbox va râler. Ben, de toute façon, toutes les applications connectées vont râler, Google Drive et compagnie, quoi. C'est extrêmement pénible. Alors, je sais qu'il y a une gestion centralisée des proxys sur Windows aussi, mais la plupart des programmes qui sont connectés vous offrent la possibilité de vous connecter à un proxy avec leur réglage à eux. C'est-à-dire que si je veux un proxy dans Firefox qui n'est pas le même que celui du système, je peux le faire sur Windows. Si je veux un proxy dans le Creative Cloud sur Windows qui n'est pas le même que celui du système, je peux le faire aussi. Si on regarde, alors évidemment dans le Creative Cloud sur Mac, on va essayer d'aller choper, j'essaie de retrouver exactement où c'est. Je suis pas sûr de retrouver du coup. Install location. Je me demande même si d'ailleurs il y est ce menu. Je suis à peu près sûr qu'il y est sur Windows. Alors, je vous ai peut-être dit une bêtise, hein, mais je le retrouve pas là sur les préférences. Peut-être parce que justement ça se base sur Mac que sur les préférences du système. Je sais pas si je l'ai installé sur ma machine virtuelle. Si, voilà. Tac, account. Bon, je le retrouve pas. Alors c'est marrant parce que je l'ai déjà vu apparaître ce menu quand il détecte un proxy, il y a Creative Cloud qui me dit hop, attention, j'ai besoin de ton identifiant de ton proxy. C'est assez curieux que je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sur Windows, il y a la plupart des applications, pas toutes, hein, mais la plupart vous proposent dans leur menu de préférence et je te propose de mettre un proxy qui n'est pas le même que celui du système. Sur Mac, c'est vraiment très centralisé.
C'est pas valable pour toutes les applications, mais je me suis retrouvé plein de fois à me dire, bon, il est gentil, mais j'ai pas envie de mettre un proxy sur tout le système. Et c'est surtout valable pour Safari en fait. Mais bon, je dis ça, mais Chrome fait la même chose. Chrome a tendance à Chrome se base aussi sur sur les préférences du système pour le proxy et c'est assez embêtant. Ensuite, le dernier truc, mais qui concerne tout le monde, mais vous n'êtes pas forcément rendu compte, vu que moi je travaille sur PC et sur Mac, donc c'est pour ça que j'ai des connexions là, de Creative Cloud qui queen, parce que sur plusieurs machines, je suis obligé de jongler à activer l'abonnement d'un côté ou de l'autre. Mais c'est pas ça le cinquième point. Le cinquième point, c'est la gourmandise d'HFS+, c'est-à-dire le système de fichiers. J'aurais peut-être pu en parler avec le Finder au début, mais c'est un point à part. Un jour, quand j'ai cloné un disque dur, je me suis rendu compte que je l'ai cloné, j'ai fait une bêtise, je l'ai cloné en NTFS. C'est-à-dire ce que je vous disais au début, un disque HFS, je le backup, je le clone. Je l'ai cloné, j'ai copié toutes mes données sur un NTFS. Et je m'en suis rendu compte un jour après quand il avait fini la copie, parce que j'avais copié 2 Tera. Donc super, bien joué Julien. Et je me rends compte que ça rentrait pas en fait. C'est-à-dire qu'il y avait, quand il est formaté, un volume, un TFS ou HFS, il fait 2 Tera, ça fait 1 Tera 8, c'est-à-dire qu'il y a 200 gigas poum, qui partent, qui partent dans le formatage, puisque à cause de la taille des clusters, etc., bon, on va pas rentrer dans les détails. Et donc ça faisait 1700, enfin ça rentrait voilà, à deux nouilles près, quoi. Et, et donc je prends un truc d'NTFS, donc je l'avais fait dans l'autre sens, et je le copie sans le savoir, un NTFS vers un HFS. Et là, au bout d'un moment, il lance enfin voilà, il me dit, bah, il n'y a pas la place. Je fais, mais comment? Et en fait, l'astuce, c'est parce que NTFS, quand il active la compression, sur 2 Tera, ça dépend des données que vous mettez dessus. Si c'est déjà compressé, ça va pas beaucoup marcher, mais si c'est des données qui sont compressibles, sable, compressibles, du coup, il va compresser. Ça veut dire que sur 2 Tera, vous pouvez arriver à gagner, enfin moi, ce pack de données-là me faisait gagner 150 gigas. C'est-à-dire le fait d'utiliser NTFS compressé me faisait gagner 150 gigas, qui du coup n'était pas pris en compte sur HFS. Et du coup, en gros, si je voulais copier cet amas de données sur un volume HFS, il fallait 150 gigas de plus. Donc, en gros, HFS est beaucoup plus gourmand que NTFS quand vous stockez des données. Et donc, ça se remplit plus vite parce que comme la compression, alors je sais pas s'il y en a une, je suis désolé, mais je me suis pas renseigné à ce point-là. C'est journalisé, tout ça, il n'y a pas de souci, mais je sais pas s'il y a une compression de la même façon qu'un TFS, quoi. Et bon, bah, du coup, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, le résultat, c'est que quand on active la compression NTFS, déjà, au point de vue performance, c'est vraiment quasi, les différences sont pas notables à l'œil nu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très difficile, c'est aussi rapide qu'avant. Par contre, ça fait gagner beaucoup de place. Et ça, sur HFS, je trouve que ça manque. Parce que voilà, un disque de 2 Tera qui est rempli ras la tranche, il se retrouve à, ben, du coup, il peut prendre 150. En tout cas, moi, mes données, c'était les tutos, ben, je peux mettre 150 gigas de données de moins parce qu'il n'y a pas la compression HFS, ou s'il y a compression, en tout cas, elle est moins efficace. Et je trouve ça, bah, c'est un peu dommage quand même. 150 gigas sur 2 Tera, c'est pas rien, quoi. Ça fait pas loin, enfin, voilà, ça fait pas loin de 10% quand même, hein. Enfin, 200 sur 2000, c'est quand même, vu le prix des disques durs, ok, ça a baissé, c'est moins cher, mais déjà vous perdez 200 gigas au formatage à cause de la taille des clusters. Si vous reperdez 200 gigas parce qu'ils compressent mal, bon voilà, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc c'est un genre de truc qui m'irrite un petit peu parce que encore une fois, on pourrait, enfin voilà, on est en 2014, je sais que c'est plus facile de dire ah, on est au 21e siècle, mais bon, quand même, NTFS avec tout ce qu'on peut baver sur Microsoft et le fait que ça utilise des trucs un peu arriérés, des technologies un peu anciennes, etc., le temps, enfin, c'est très facile de critiquer Microsoft sur des choses comme ça, parce qu'en même temps, je pense qu'ils ont des besoins de compatibilité qui ne sont pas le cas chez Apple, qui rend obsolète ces machines très vite et qui n'a pas une gamme en fait à la fois de software et de machines. Je sais que Microsoft n'a pas de machines, mais je veux dire, ils ont des partenaires qui vendent des machines, ils peuvent pas faire n'importe quoi, tout changer du jour au lendemain. Le délire Apple de dire ah bah tiens on passe de Motorola à PowerPC, ah ben tiens on passe de PowerPC à x86, de changer complètement d'architecture, ce genre de truc vous pouvez le faire quand vous avez entre 5 et 10% de part de marché, quoi. Pas quand vous avez des milliards de contrats de commandes pour des départements de défense, pour des applications spécialisées, enfin voilà, vous pouvez pas vous permettre de changer tout le système d'un coup comme ça et que les gens vous suivent aveuglément, quoi. Donc du coup, je comprends que ce genre de critique existe, mais il n'empêche qu'en attendant, NTFS, ben, on a vu là pour un point, la copie des fichiers sur l'explorateur se passe quand même beaucoup mieux, et ensuite la compression marche mieux. Et ça, vraiment, sur le Mac, c'est des trucs
Voilà, le pendant copie plus le poids des fichiers, ça m'énerve un petit peu. Je vais quand même vous donner une petite astuce. Il y a quand même un moyen de passer outre quand on copie 800 Go par exemple avec le Finder. Je vous ai dit, ah, si jamais ça s'interrompt au milieu, ça fait un dossier grisé avec lequel on peut rien faire, c'est de la perte de temps, blablabla. En fait, sur le Mac, et ça fera partie probablement des vidéos où je dis les trucs que j'aime, vous savez qu'on peut installer plein d'outils qui viennent du monde Unix, puisque c'est un noyau même, c'est pas Unix, c'est un noyau type BSD il me semble, le Mac. Donc en gros, déjà on a accès au terminal qui est le bash avec une vraie ligne de commande, donc ça par rapport à Windows, c'est quand même 10 fois mieux. Et surtout, vous pouvez installer un programme qui s'appelle Port, et qui vous permet d'installer des ports, des portages d'applications sur les environnements Unix, dont MC, Midnight Commander, qui ressemble, si vous avez fait du DOS à l'époque et que vous ne connaissez pas très bien Unix, à Xtree, Xtree en anglais, qui vous affiche donc deux arborescences et vous pouvez copier des fichiers de l'un à l'autre. Donc c'est F5 pour copier, F6 pour déplacer, on peut faire plein de trucs. Pour sélectionner plusieurs trucs, c'est CTRL-T, donc voilà, pour les mettre en surlignage. Et du coup, là, je vais copier ces trois dossiers dans la fenêtre d'à côté. Bon, je vais pas le faire parce que là, je fais n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que bon, il faut connaître un petit peu, ça se navigue au clavier, il y a moyen, il me semble. euh, Quand on est sur Linux, en tout cas ici, je sais pas pourquoi il n'y a pas le support de la souris. Mais moi, sous Linux, je peux cliquer sur les éléments. Bref, tout ça pour dire, quand vous lancez une copie avec MC, Midnight Commander, la copie se fait vraiment progressivement. C'est-à-dire qu'il va copier 800 Go, les premiers gigas vont arriver sur le disque dur, même si les 800 Go sont pas complètement finis, ce qui est quand même la moindre des choses. La contrepartie, c'est que le taux d'occupation processeur de MC, il est vraiment, vraiment supérieur au Finder. Si vous utilisez MC sur la batterie et que vous faites des grandes copies de fichiers, vous allez défoncer votre batterie parce que le processeur va tourner beaucoup plus vite. Euh, Maintenant, si c'est une machine de bureau ou comme moi ici reliée, branchée sur le secteur, c'est pas très grave. Mais vu que le processeur va un petit peu monter en taux d'occupation, ça va chauffer un petit peu plus. Du coup, ça lance les ventilos. Moi, sur mon Mac portable, là, sur le Retina, quand je lance des gros copies MC, là, c'est l'été, il fait chaud et tout, il a tendance à chauffer en fait. Donc, il y a un moyen de contourner le problème du Finder, mais ça vient au prix bah voilà, ça se paye quoi. En gros, il y a des petits trucs qui sont un petit peu voilà, des contreparties, j'ai envie de dire. Alors pour regarder comment ça s'installe, je vous invite à suivre un tuto. Sur le net, vous tapez Mac Port, euh, Ports. Alors je sais pas trop si on va tomber dessus. Voilà, c'est The Mac Port Project, donc macports.org. Il y a un truc à installer, un package à installer. Et ensuite, vous avez une liste de tous les programmes en fait qui sont disponibles en ligne de commande. Il y a si vous êtes un peu branché Linux, il y a vraiment plein de trucs qui sont disponibles. Donc on va taper MC et on va voir que voilà, donc MC il est là, le GNU Midnight Commander en version 4.8.12. Et ensuite je crois que c'est sudo port install MC et le truc va s'installer tout seul. Donc ça se fait vers le terminal, donc je suis désolé si vous êtes un peu allergique à la ligne de commande, c'est pas trop pour vous. Mais moi qui suis un petit peu branché bash, etc., je trouve ça c'est du pain béni quoi. Alors on peut aussi mettre MC sur Windows en passant par Cygwin, etc. Cygwin avec Console 2 pour avoir un terminal un peu mieux que le terminal d'origine, parce que franchement l'invite de commande de Windows c'est une grosse blague. Donc il y a moyen de l'avoir aussi sur Windows, mais voilà, puisqu'on parle de Mac et de la copie, vous pouvez, si vous faites vraiment toujours des gros backups et des grosses copies, déjà avec le terminal vous aurez accès au bash, donc toutes les fonctions de scripting, etc. Mais en plus avec Midnight Commander, vous pourrez faire des copies qui soient plus fiables que celles du Finder, parce que si ça s'interrompt, si jamais il y a un plantage, votre copie elle saura aller là où elle en était quoi. Donc voilà la petite astuce au passage. Moi j'utilise donc MC Midnight Commander pour faire mes copies un peu volumineuses. Voilà, c'était les 5 points de ce qui m'énerve un petit peu sur le Mac. On va passer sur Windows. Et, euh, et donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais le premier truc qui me gêne vraiment sur Windows, et je sais qu'il y a une solution, donc ne me tapez pas tout de suite, c'est le système d'attribution des disques durs par lettres. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais vu, franchement. Alors je sais que ça date de DOS, quoi. En gros, A2 points pour la disquette, C2 points pour le disque dur, le premier disque dur en mètres sur la nappe IDE, enfin, tous ces trucs-là qui datent de 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, comme moi, vous utilisez beaucoup de disques durs externes, donc des disques durs qui sont susceptibles de ne pas être là forcément au prochain redémarrage, et qu'il y a des applications qui pointent dessus, par exemple un catalogue Lightroom,
il s'attend à ce qu'il soit dans G 2 points quelque chose. Au prochain redémarrage, vous démarrez Lightroom, sauf que votre disque dur n'est pas branché. Ben, qu'est-ce qui se passe? Lightroom va râler, évidemment. Le problème, c'est que la lettre G, puisque vous avez redémarré et que vous avez mis une clé USB dans votre tour, la lettre G, elle est prise. Du coup, vous êtes coincé. Si vous avez des trucs à faire sur cette clé, il faut débrancher la clé, que la lettre G redevienne disponible, rebrancher le disque dur pour qu'il soit attribué à la lettre G, enfin bref. Donc en plus, quand vous allez redémarrer Lightroom, ce qui va se passer, c'est que si les photos sont pas sur la même lettre, hein, il va pas retrouver ses petits. Il va se dire les photos là je les trouve pas. Il va falloir lui dire trouve les photos manquantes pour qu'il aille repointer toutes les photos. Enfin bref, c'est normal à chaque fois qu'un programme s'attend à accéder à une lettre, hein, à un contenu sur une lettre G deux points quelque chose et que cette lettre n'est pas disponible, enfin ou qu'elle est attribuée à autre chose, il s'y retrouve plus. C'est pareil, installer un jeu, j'en sais rien, vous avez votre disque de jeu externe qui est sur D deux points games quelque chose et ce disque externe, il n'est pas branché quand vous redémarrez, puis il y en a un qui prend sa place, si vous lancez le jeu, il va dire, oh, il n'y a rien sur des deux points là. Et c'est super pénible en fait. Je trouve que on aurait pu trouver depuis le temps un autre système pour ça. Alors je sais qu'on peut monter une partition, on peut monter un disque dur dans un répertoire avec NTFS, c'est-à-dire que je peux faire C2.games et poum, que ça pointe sur un disque dur. Je sais, on peut faire ça. Néanmoins, c'est pas prévu d'origine. Enfin, je veux dire, il faut se donner la peine de le faire. Et encore, ça marche pas aussi bien que le système du Mac, qui est que sur Mac, tous les disques durs ont un nom, et ils sont montés dans slash volume slash le nom. Et ça, vous le voyez pas. En fait, ce qui se passe pour vous, c'est que vous le voyez sur le bureau. Mais en réalité, dans le système de fichiers, c'est slash la racine, volume, slash, ensuite le nom du disque dur. Donc, à moins que vous ayez des disques durs qui ont tous les mêmes noms, le simple fait que le disque soit là ou pas là, à partir du moment où il va être là, il sera monté sur le bureau avec son nom, et puis voilà, ça va marcher. Donc, et c'est pareil d'ailleurs sur Linux quand ils vont être montés dans le point de montage. Il vaut mieux se baser sur le nom que de se baser sur une lettre, parce que le nom de vos disques durs, il change pas à chaque redémarrage. Il est là, il est pas là, mais il change pas de nom. Et ça, vraiment, c'est le genre de truc, comme j'ai plein de disques durs externes en fonction de ce que je bosse en photo, en tuto, pour mes commandes de graphic design, en fonction de mes clients, et je jongle avec les lettres, et c'est super pénible. Voilà, donc c'est un truc qui est complètement, qui est anachronique au possible. C'était bien l'époque de DOS, d'accord, mais maintenant, ça a vraiment plus de raison d'être, quoi. Du coup, la conséquence de ça, c'est aussi l'absence de lien. C'est-à-dire, évidemment, on peut faire des raccourcis. Je peux faire un raccourci de documents sur mon bureau. Néanmoins, quand on veut faire en sorte qu'un répertoire pointe en arrière-plan sur un autre répertoire, y compris sur un autre disque dur, il n'y a pas ce système de lien symbolique. Le système de lien symbolique sur Windows, il ne le fait pas quand vous faites un clic droit comme ça. Il faut le faire en ligne de commande, avec une commande. Si on avait eu ln-s pour faire des liens symboliques comme sur Linux, d'ailleurs c'est disponible sur Mac parce que le Mac a une architecture BSD, enfin on va dire Unix dans le grand sens du terme, ben, ça c'est disponible d'une manière détournée sur Windows. Alors il y a un, un utilitaire, enfin un freeware sur Windows, Hardlink. Il faut que j'essaye de vous le trouver. Voilà, Link Shell Extension, ce truc-là. Il va en fait s'installer et quand vous allez faire un clic droit sur un dossier, il va prendre la source et vous pouvez faire un lien symbolique à un autre endroit. Par exemple, j'ai un répertoire avec, ben, par exemple, vous mettez un répertoire dans lequel vous bossez et vous voulez qu'il se synchronise automatiquement avec Dropbox sans le mettre dans Dropbox. Ce que vous faites sur Mac, par exemple, ben, hop, un petit lien symbolique de votre travail en cours pour que ça pointe dans Dropbox. Comme ça, Dropbox va le synchroniser, alors que physiquement, ce dossier n'est pas stocké dans Dropbox. Il peut même être sur un disque dur sur le réseau s'il le faut, quoi. Donc c'est super pratique. Là, vous faites un petit LNS et boum, sur Mac, ça se fait tout seul. Sur Windows, c'est la galère. Avec ce Link Shell Extension, ce petit programme, vous pouvez balancer des liens symboliques façon Unix. Donc, ok, c'est bon, j'ai trouvé la solution, j'ai plus de raison de me peindre, tout va bien, mais j'aurais aimé que ce truc-là soit dispo d'origine, ou qu'au moins il ait l'intelligence, quand je fais un raccourci sur le bureau, de faire un lien symbolique. Là, si vous faites un raccourci et que je mets ça dans Dropbox, il va pas synchroniser document dans Dropbox, hein. C'est juste un raccourci. Quand je regarde ici, c'est voilà, c'est une cible avec voilà, ça fait 4 kilos. C'est en gros un fichier sur le système de fichiers. Vu que les clusters font la taille de 4 kilos, il faut automatiquement 4 kilos. Bon bref, tout ça pour dire que si j'avais utilisé Link Shell Extension, je me retrouverais ici avec le poids du répertoire document, c'est-à-dire qu'il y verrait que du feu. Pour lui, ça, ce serait un répertoire, ce serait celui-là. Il verrait la même taille, le même nombre de fichiers. Donc,
Donc évidemment, faire gaffe parce que du coup, si vous rentrez à l'intérieur, vous êtes du coup dans la cible, de la même façon qu'un raccourci. Donc voilà, si vous vous demandez comment on fait des raccourcis, comment on fait des liens symboliques, et non pas des raccourcis parce que c'est pas pareil, pour faire pointer un répertoire dans un autre, et ben c'est comme ça qu'on fait, on utilise link shell extension, et puis il y a une commande en invite de commande avec CMD pour le faire, que j'ai copieusement oublié, donc je ne peux pas vous la donner. Mais franchement, vous embêtez pas, hein, vous mettez link shell extension et puis vous le faites. Il y aura un clic droit et il y aura ici une petite option pour copier des sources et les coller en tant que lien symbolique, etc. Donc je mettrai ça dans la description, je pense aussi, pour vous aider. Donc ce truc-là, l'absence de lien symbolique, c'est aussi un problème plus global qui est, bon ben, c'est Windows, donc forcément, c'est pas l'architecture de Unix. Donc l'invite de commande CMD, c'est une grosse blague. Regardez, je veux ça m'a toujours dépassé. Je veux agrandir la taille de la fenêtre. Non, tu peux pas. L'invite de commande, elle est hyper frustrante, quoi. Donc il y a vraiment le strict minimum. Il y a moyen d'utiliser Cygwin avec une console qui s'appelle Console 2, donc une invite de commande un peu améliorée dans lequel on peut installer d'ailleurs Midnight Commander, etc. pour retrouver un semblant d'interface et de ligne de commande, même pas un semblant, pour retrouver le style et le feeling de la ligne de commande type Unix. Mais voilà, il faut se donner du mal et c'est franchement pas à la portée de tout le monde. Donc je regrette un petit peu ça. Ensuite, sur Windows, ce qui vraiment me dépasse, c'est l'absence de support. Alors ça va être peut-être un petit peu polémique, mais l'absence de support des écrans Retina. Alors, on va pas dire Retina, on va dire les écrans à haute définition. Euh, alors, il y a un support, mais là aussi, c'est juste, c'est une farce, quoi. C'est-à-dire que ce que fait Windows quand vous démarrez avec le MacBook Pro Retina, ou avec n'importe quel, prenez, je sais pas, le Razer Blade, ou avec, maintenant, il y a plein d'ordi d'ailleurs qui démarrent en 3000, je sais pas combien, par 1900, enfin, par 1800, enfin voilà, avec des résolutions, vous êtes sur un 14 pouces et vous êtes en 3000 par 1800, au lieu d'être en 1600, à 3200 par 1800, donc en gros deux fois le 1600 par 900, parce qu'il y a deux fois plus de résolution. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, soit c'est minuscule, c'est tout petit, soit ce que fait Windows, il agrandit évidemment l'interface. Il met à l'échelle. Mais ce qu'il fait, la façon dont il le fait, c'est très mal géré. C'est-à-dire que le texte, il va le faire en fait avec. Alors je le retrouve même plus ici. Voilà, c'est là. Il va juste agrandir la taille du texte. Il va mettre le texte à 200%. C'est très mal fait, c'est très laid. Et toutes les applications, alors évidemment les développeurs tiers, on ne peut pas leur en vouloir, ceux qui n'ont pas encore activé le support. C'est pareil d'ailleurs, il y a des applications sur le Mac qui ne sont pas encore compatibles Retina, même si beaucoup d'applications sont passées très vite au support Retina. Et du coup, on a le droit de se demander, cette vidéo, voilà, c'est du juillet 2014, donc si vous la voyez en juillet 2016, je vais paraître ridicule, mais le MacBook Pro Retina, ça fait 2 ans qu'il est là, et les PC portables qui ont suivi derrière ont aussi adopté, donc certains, ce type de dalle haute définition. Je me demande vraiment pourquoi Microsoft n'a pas vu venir le truc. C'est-à-dire qu'à ce jour, leur API pour gérer ce qui fait que l'interface se met à l'échelle, que les icônes se redessinent et les textes, etc., elle est archaïque. Et je vous le dis pourquoi, parce que Adobe lutte énormément pour faire passer ses applications. Aujourd'hui, 22 juillet 2014, sur Mac, je vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas toutes les applications installées, mais Photoshop, Illustrator, Lightroom, After Effects, Premiere, InDesign et je crois Muse, toutes ces applications sont compatibles Retina. Et elles le sont depuis un moment. C'est-à-dire que depuis Photoshop CS6, c'est compatible sur Mac Retina. Tout de suite derrière, on a eu Premiere qui est arrivé très vite. Et dès DCC, c'est-à-dire depuis 2013, tout le reste est passé, c'est-à-dire Illustrator, InDesign et compagnie. Sur Mac, aujourd'hui, ce qui passe en Retina, il y a Lightroom, il y a Illustrator et il y a un support expérimental depuis CC 2014, c'est-à-dire depuis un mois, depuis juin 2014 pour Photoshop. Et il est expérimental parce que franchement, c'est vraiment laid quoi. J'ai essayé sur le MacBook Pro Retina et, et franchement, entre la version Mac qui est Retina depuis longtemps et l'expérimental Photoshop Retina sur Windows, c'est juste, c'est horrible quoi. Les typos sont énormes. On peut pas régler en plus la taille proprement, c'est-à-dire qu'ils ont fait un 200%, on aurait peut-être aimé un 150%. Et c'est pas la faute d'Adobe, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, quand Apple a conçu son MacBook Pro Retina, quand ils se sont apprêtés à lancer un écran Retina, ils avaient en amont, bien entendu, et depuis Mountain Lion, travaillé sur une API qui permet de dessiner l'interface en x2. Donc évidemment, il faut redessiner les icônes. Donc tout ça, c'est à l'éditeur de le faire, mais
les instructions du système d'exploitation qui font que c'est facile de rendre ces applications compatibles, elles y étaient, puisqu'évidemment Apple s'est servi en premier, ils sont maîtres de leur matériel. C'est quand même un des trucs forts avec Apple, c'est que ils ont une petite gamme de matos, et évidemment leur système il est taillé sur mesure pour, donc forcément l'API elle était là. Mais l'avantage pour les développeurs tiers, c'est que cette API elle étant disponible, ben, c'est hyper facile de rendre son application compatible avec ces dalles. Le truc c'est que Microsoft n'a pas du tout vu venir cette mode là des écrans haute définition, je sais pas, on va appeler ça IDPI, et du coup ben, ils ont toujours pas à ce jour une API concrète et bien foutue pour que les applications, les développeurs tiers puissent proposer une méthode de scaling qui soit efficace. Donc on se retrouve dans le système avec des morceaux qui sont supportés et des morceaux qui ne sont pas supportés, donc des trucs qui sont scalés tout moche et tout flou. Et ensuite, les développeurs tiers galèrent pour porter leur application. Pourquoi du coup, vous allez me dire, alors Illustrator il est dispo sur Windows en Retina, ça passe, et Photoshop apparemment c'est la galère, c'est pas joli. Et After Effects on n'en parle pas, After Effects il démarre en 2880 par 1800, il démarre en tout petit quoi. Donc évidemment c'est pas utilisable. Et Premiere pareil. Donc vous pouvez me dire, mais alors Lightroom et Illustrator, d'après ce que tu dis, ça passe sur Windows et pas les autres. Pourquoi? Parce que Illustrator et Lightroom utilisent leur propre moteur d'interface, c'est-à-dire que les cases à cocher, les glissières, les boîtes de dialogue, les boîtes à outils, tous ces trucs-là sont propres à leur moteur, c'est-à-dire qu'Illustrator utilise son système de dessin de l'interface. Photoshop, Premiere, After Effects se base sur le moteur d'interface du système d'exploitation. Si c'est pas supporté par le système d'exploitation, comme c'est le cas, puisque comme je vous l'ai dit, Microsoft galère à supporter ces écrans, et bien l'application ne supporte pas ces écrans. Et donc Adobe est obligé de lutter et est tributaire des avancées de Microsoft. Donc ils travaillent ensemble, si vous regardez les forums, ça râle dans tous les sens. Les gens qui achètent un portable haut de gamme avec une dalle comme ça, ils lancent Premiere pour se mettre à bosser, ils se retrouvent avec des textes comme ça, parce que du coup la mise à l'échelle de l'interface n'est pas supportée, et donc l'application démarre d'une manière native dans la résolution de l'écran, qui est donc un truc complètement fou, genre 3200 par 1800, le max c'est 2880 par je sais pas combien, enfin bref, évidemment c'est pas utilisable. Donc il y a une grosse lacune de support des écrans haute définition sur Windows, euh, alors que sur Mac évidemment, bah, comme Apple est maître du matos, je dis pas ça en étant fanboy, parce que voilà, c'est juste, c'est objectif quoi. À ce jour, ces écrans-là sont beaucoup mieux supportés sur Mac parce que l'API était là dès le premier jour, donc les développeurs tiers ont pu porter leur application plus rapidement, et donc c'est pour ça que sur Windows, on est encore en train d'attendre. Tant que Microsoft n'aura pas réglé ce problème, tous les développeurs tiers qui dépendent de Microsoft pourront pas mettre à jour leur application. Donc si vous vous demandez, je vais acheter un PC portable, est-ce que cet écran ça va me poser problème? Oui, franchement, ça va vous poser problème. Là, en juillet 2014, au moment où j'enregistre cette vidéo, je vous suggère d'attendre. Là, il est urgent d'attendre. Ou alors, si vous avez vraiment besoin d'un portable, ben, achetez un portable où il n'y a pas d'écran Retina. Il vaut mieux une jolie dalle, une belle dalle en Full HD avec de belles couleurs et un portable haut de gamme. Et puis voilà, du coup, vous avez vos applications qui se lancent normalement sans effet de stretching, etc. Que de vouloir prendre. C'est quand même beaucoup de marketing. Je trouve que, évidemment, le Retina, j'en suis content parce que quand ça marche et que c'est bien dessiné, c'est super beau, hein. C'est évident que c'est plus net, c'est plus lisse, enfin, c'est vraiment super beau. Mais par contre, quand ça marche pas et que c'est pas supporté, c'est l'inverse opposé. Vous pouvez pas bosser, quoi. Une application qui est mal mise à l'échelle ou pas mise à l'échelle, c'est soit c'est minuscule et vous vous pétez les yeux, soit c'est ultra moche. Donc voilà, si vous êtes sur Windows, là j'ai un écran, j'ai un 30 pouces pour quand je suis sur Windows, donc il n'est pas IDPI, il est juste avec une grosse résolution, mais il est pas, c'est pas du 4K par exemple. Et franchement, toute cette mode-là, par exemple du 4K sur un 27 pouces, je trouve ça débile. Ça vous offre pas plus de place, ça vous offre ouais, c'est plus lisse, c'est plus joli quoi. Mais par contre, tant que les applications ne seront pas dispo, c'est vraiment la galère quoi. Donc ça m'énerve pas mal. Le truc qui est le quatrième point, c'est en fait le support d'iTunes sur Windows. Donc iTunes, c'est déjà une application assez lourde sur le Mac. Bon, quand vous démarrez iTunes sur Mac, évidemment, ça fait partie du système, donc il démarre relativement rapidement, il est relativement stable. Euh, bon, enfin, c'est pas l'application du siècle, c'est pas avec ça que j'écoute ma musique, hein. J'écoute ou Spotify, ou alors je lance carrément VLC pour écouter de la musique. Mais bon, quand je branche là il va râler, quand je branche mon iPad ou mon iPhone, et que je vais utiliser la musique qui est dessus, bon, ben, bon je passe par iTunes, quoi.
Donc tout ça pour dire que puisque c'est du Apple, évidemment sur un système Apple, ça passe, on fait avec quoi. C'est vraiment, c'est quand même un peu lourd sur Mac déjà, mais alors du coup sur Windows, c'est vraiment, mais vraiment très lent. C'est une application qui est détestable. Elle s'intègre mal dans le système, forcément, puisqu'elle utilise le look de OS X. Et en plus, elle est particulièrement mal optimisée. C'est poussif, ça freeze assez régulièrement. Et c'est vraiment complètement indigne à la fois de Apple et à la fois de Microsoft, parce que bon, je sais que c'est pas la faute à Microsoft, mais Windows 7 et Windows 8 sont des bons systèmes, même si je vais y revenir dans le cinquième point, dans le sens où c'est bon, c'est agile, c'est rapide, c'est stable. On n'est plus à l'époque de Windows 98 où ça crachait avec des écrans bleus toutes les minutes. Donc je pense que les deux auraient pu quand même bosser ensemble pour faire un iTunes version Windows, parce que c'est quand même des millions de personnes qui ont un iPhone et qui n'ont pas de Mac. Donc des personnes qui sont obligées de passer par iTunes pour synchroniser, faire des backups, ou pas d'ailleurs, hein, parce que maintenant on peut faire un backup directement sur le cloud, mais ça fait quand même beaucoup de gens qui utilisent iTunes sur Windows, quoi. Et puis même, iTunes c'est quand même une boutique. Si Apple veut faire de l'argent et inciter les gens à acheter, vous savez que 65% des gens, pour 65% des gens, la première cause d'abandon d'un panier sur Internet quand ils achètent en ligne, c'est à cause de la lenteur. Ça fait quand même beaucoup de monde, quoi. Donc je sais pas, tout le monde là a un intérêt à faire en sorte que le iTunes version Windows soit quand même moins pourri que ce qu'il est, quoi. Et c'est déjà pas génial sur Mac parce que je le trouve un peu lourdingue, mais alors sur Windows c'est complètement catastrophique. Et donc le dernier point, on parlait des Windows 7, Windows 8, il y a un truc qui est, alors je le mets un top, dans le top 5 des trucs qui me gonflent, mais c'est pas complètement négatif, assez paradoxalement, je m'explique. Je vais parler de Windows 8, bien entendu. Donc là, je suis sur Windows 8.1. Eh ben, croyez-moi ou pas, mais je trouve que la meilleure expérience de convergence entre les applications desktop, mobile, tablette, je trouve que c'est Windows 8. Ça va peut-être vous faire bondir, mais je suis désolé, quand vous regardez, là j'ai un iPad, quand vous regardez comment on navigue sur ce truc-là, alors, je vais vite fait le déverrouiller. J'aurais pu lancer Reflector d'ailleurs pour qu'on voit l'application, mais quand on voit comment on navigue sur ce truc-là, et que c'est toujours le système de on range dans des tiroirs, etc. Il n'y a aucune autre personnalisation. Sur un iPad, on peut même pas mettre deux applications côte à côte. C'est quand même terrible. L'écran de l'iPad, on pourrait avoir un petit Skype qui traîne et puis un petit navigateur ou un petit Pages pour faire un peu de traitement de texte, je sais pas, mais on a le droit de faire deux choses en même temps quand même. Ben non, en fait, on n'a pas le droit. Donc ça, c'est le genre de truc qui mérite pas mal. Là où l'expérience que propose Windows 8 est quand même plutôt bien foutue parce que je peux lancer, alors il n'y a rien, mais je vais lancer People et je vais mettre ça sur un écran à droite et de la même façon que ici, je vais pouvoir lancer autre chose, quoi. Je sais pas, on va mettre le calendrier et hop, j'ai deux applications côte à côte. Je peux aussi le mettre un petit peu directement sur la droite. Donc tous ces systèmes de multitâche et l'expérience utilisateur avec les tuiles et les menus, etc., c'est la même sur mobile, c'est la même sur tablette et c'est la même sur desktop. Donc moi je fais partie de ceux, et on n'a pas été beaucoup j'ai l'impression, je me suis senti un petit peu tout seul, je fais partie de ceux qui ont aimé en fait la nouvelle interface de Windows 8. Je trouve que bah, évidemment c'est un traumatisme pour les gens qui sont habitués au menu démarrer tel qu'on le trouve comme avant. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai pas activé, voilà, j'ai mis en mode Windows 8. Donc je sais qu'on peut revenir en arrière, on peut utiliser ObjectDock, le StarDock, pour mettre l'ancien menu démarrer dans Windows 8, mais finalement je trouve que c'est Microsoft qui a eu raison, c'est-à-dire que il n'y a pas lieu de... Évidemment on aurait pu proposer le choix, c'est-à-dire que on aurait pu demander aux gens est-ce que vous voulez l'ancien ou le nouveau, utiliser les deux côte à côte, mais si on parle d'unification de l'interface, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de subjectivité au niveau du goût et de l'apparence, mais la philosophie derrière, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, je trouve que le meilleur fonctionnement, c'est Windows qui l'a. Si vous regardez comment je navigue sur mon Mac et comment je navigue, alors il faut que je quitte la machine virtuelle, hop, en allant chercher le dock, hop, je vais retrouver un Finder. Alors, je vais pas y arriver, il m'a bloqué, on va quitter le plein écran, hop là, ma machine virtuelle. Donc si je regarde comment je navigue sur mon Mac, et si je regarde comment je navigue sur mon iPad, ces deux expériences utilisateurs n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc je sais qu'avec Yosemite, le nouveau OS 10, on pourra récupérer un mail, on est en train de l'écrire, hop, on pourra le continuer sur le Mac. Et puis il y a une iOSisation quand même qui a été entamée depuis longtemps, depuis Lyon, avec le centre de notification, etc. Mais c'est quand même encore très différent. On est beaucoup plus flat design dans Yosemite, mais on est quand même loin de l'interface iOS. Donc
Je sais qu'il ne faut pas forcément les fusionner, il faut surtout pas avoir une interface iOS sur Mac parce que c'est un bureau, donc c'est pas fait pour ça, et inversement. Mais il y a quand même moyen de mettre des ponts, il me semble, quoi. Donc je sais qu'il y a le Launchpad qui imite quand même pas mal la façon dont les applications sont lancées sur un système iOS avec ce truc-là. Mais ce truc-là, vous avez vu la taille que ça fait sur un écran, enfin, c'est inutilisable, quoi. Donc Apple qui a toujours été très très fort en termes d'interface design, sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont vraiment pas fait le pont entre les deux. Le pont, il ne doit pas être complet, je suis d'accord. On ne doit pas avoir exactement la même chose, mais je trouve que le système de Windows 8, paradoxalement, il s'adapte, il s'accommode très bien d'une version de téléphone, d'une version de tablette et d'une version de desktop. Alors, je trouve les tablettes Surface mal foutues pour des raisons qu'on verra pas dans cette vidéo. De la même façon que j'aime pas les téléphones qui sont basés sur Windows, mais pas à cause de Windows OS, pas à cause de Windows 8, mais à cause du terminal lui-même. C'est-à-dire c'est plus du côté constructeur que software. Mais vraiment, si on parle d'interface design, je la trouve vraiment réussie. Donc du coup, on peut se demander pourquoi tu mets ça dans un top 5 des trucs que tu n'aimes pas. Ben, j'aime pas parce que je suis en train de voir un peu ce qui se passe au niveau de cette histoire de menu démarrer. Quand je vois le retour du menu démarrer par défaut dans Windows 9 ou dans une prochaine mise à jour de Windows 8, je me dis, mais c'est... on va se retrouver avec un machin hybride et un machin qui était parti pour être une bonne idée euh, va se retrouver probablement aliéné. Alors je sais pas, c'est juste un point négatif par anticipation en fait. En l'état actuel, bah oui, j'ai la possibilité de mettre un soft supplémentaire pour avoir l'ancien menu démarrer, mais j'ai aussi la possibilité d'avoir une philosophie vraiment branchée multi-device, et je trouve ça très bien. Je voudrais juste, voilà, c'est un point d'anticipation de dire Microsoft, ne faites pas complètement les idiots, ne revenez pas complètement en arrière, alors que quand on fait des changements aussi importants que ça, forcément ça prend du temps. Et j'ai envie de dire, des fois, un petit coup de pas de démocratie, ça fait pas de mal. C'est-à-dire que passer peut-être un petit peu en force ou faire en sorte que les choses soient adoptées parce que c'est quand même comme ça qu'on va aller dans les 10 prochaines années. En gros, ne pas céder aux sirènes du ah c'était mieux avant. Oui, il y a des gens qui auront toujours besoin de l'ancien menu démarrer, mais offrez-leur un moyen de le remettre quelque part. Mais vraiment, dans le prochain système, ne refaites pas le chemin inverse par pitié. Alors qu'ils ont fait l'effort de convergence, je trouve, le mieux réussi. Ubuntu en parle beaucoup entre leur Ubuntu Phone, la tablette et Ubuntu Desktop, mais bon, c'est beaucoup de... ça parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'actes quand même à l'arrivée, donc on n'a pas vu grand-chose, donc je ne sais pas ce que ça va donner. iOS et Mac, on sait ce que ça donne, donc c'est des beaux systèmes bien faits, etc. Mais je trouve que la convergence, elle est inexistante et on a des interfaces utilisateurs, des expériences utilisateurs complètement différentes et pas souvent pour le mieux. Et là où on commence à avoir un truc unifié, qui a de la pertinence pour le bureau, il y a beaucoup de gens qui disent ce système de tuiles, ça a aucune pertinence pour un environnement bureau. Mais c'est pas vrai parce que dès qu'on active dans le menu démarrer, on peut évidemment le customiser et puis on peut taper. Je cherche WordPad, je tape Word, boum, il me le trouve. Enfin, c'est juste quand même faire l'effort pendant une semaine de vous adapter à ce qu'il y a de nouveau, quoi. Quand on est habitué, quand on a appris à se servir des fonctionnalités de Windows 8, de ce nouveau système de menu démarrer, cette nouvelle interface, vous allez voir que vous allez aller aussi vite, si c'est pas plus vite, que votre ancien menu démarrer. C'est juste, ce qui a posé problème, c'est le changement, c'est le traumatisme, c'est pas la pertinence du nouveau système. Et c'est là où je regrette un peu les critiques qui ont été faites sur ce menu démarrer. C'est des critiques sur ah, ça me gonfle de changer, et non pas sur ah, ce système il est intelligent, parce que c'est ce que je pense, je suis désolé, c'est subjectif, mais je pense qu'il est foncièrement intelligent ce système. Parce qu'il vous permet de retrouver vraiment un système performant où vous pouvez chercher des choses vite et bien et multitâche. Et que ce soit donc sur bureau, sur tablette ou téléphone en étant un peu moins multitâche bien entendu. Donc je trouve qu'ils ont vraiment l'équation multi-device, Microsoft a selon moi la mieux gérée que les autres. Donc vraiment, ce point négatif c'est plus dans le sens en l'état actuel, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Selon moi, ça vaudrait le coup de le garder et peut-être effectivement proposer l'option à des gens à l'installation de l'ordinateur. Le menu démarrer, vous voulez l'ancien, vous voulez le nouveau, voilà, mais ne revisitez pas tout le truc parce que franchement, je pense que c'est vous qui avez fait la meilleure performance et donc ce serait dommage de changer. Donc voilà pour les 5 points. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir. On va chercher, hop, Carnet du Geek. Je vais me chercher sur YouTube. C'est quand même terrible. Hop là, voilà. Donc, hop, hop, voilà. Ça, c'est le premier numéro sur le Hackintosh. Donc, je vais juste l'afficher vite fait.
Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces top 5. Je serais curieux de savoir quels sont les vôtres en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je pense qu'on ne sera pas d'accord sur plusieurs points, hein. Comme je l'ai dit, c'est très subjectif, ça dépend de mon expérience. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Les autres épisodes du Carnet du Geek, je vais essayer d'en faire plus souvent des top 5, de faire peut-être des tests de matos, parler un petit peu plus de l'actualité aussi. Donc essayer de retrouver un rythme un peu plus proche de vous et pour entamer le dialogue. Ce sera un peu moins... ce sera pas des carnets du geek dans le sens où je vais pas répondre à des questions, etc. Il y en aura encore, hein, des carnets du geek, vous inquiétez pas, mais il y aura peut-être des émissions intermédiaires, voilà, un petit peu plus branchées actualité, ou des trucs comme ça qui sortent, qui sont purement subjectifs ça me plaît ou ça me plaît pas, et je vous dis pourquoi. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on en discute tous ensemble. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner dans le petit bouton poum en bas là. Il doit y avoir un bouton s'abonner, je sais pas où ça va être placé par rapport à ma vidéo, mais forcément en bas de la vidéo. Lâchez-moi un petit pouce en haut si vous avez aimé ou en bas si vous n'avez pas aimé. J'espère quand même que vous avez aimé. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les poster en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Évidemment, pour me retrouver sur tuto.com, fr.tuto.com ou si vous tapez tuto.com, ça marche aussi. Et vous me retrouverez sur Julien Pense tout attaché dans le moteur de recherche pour retrouver automatiquement tous mes tutos classés par date, par logiciel, etc. etc. Et aussi voir ceux qui sont en promo quand il y a des promos, il y en a en général quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à repasser sur ma page. Et tant qu'on parle de page, bien entendu ma page Facebook, facebook.com, Julien Pense UK, qui est ma page officielle, dans laquelle je distille des promos, on fait des concours, je parle de cinéma, de musique, de trucs de geek, de jeux vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et on commence, on est bientôt 5000, donc voilà, 5000 geeks avec moi pour parler de l'actualité high-tech, de l'infographie, du design et de toutes ces choses-là. Là aussi, la communauté est bien sympa. En général, il y a pas mal de réactions et de commentaires. Enfin bref, ça commence à être vraiment sympa. À partir de 5000, là, c'est le moment où ça commence à réagir un petit peu quand je poste des trucs. Et puis les gens se répondent entre eux. Donc c'est bien, il y a une interaction. Et j'espère vous y retrouver très bientôt. Donc voilà, sur YouTube, sur tuto.com ou sur Facebook. J'attends vos commentaires, vos réactions. Et je vous retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo. Salut!